Bonjour, chers abonnés et viewers. Aujourd'hui, je vais traiter un sujet historique qui est celui de la Russie durant la Première Guerre mondiale. Plus précisément, nous allons répondre à cette question. Et si le tsar Nicolas II de Russie n'avait pas abdiqué et pris les bonnes décisions pour faire survivre sa dynastie? Mais avant de se lancer dans l'histoire alternative, il faut d'abord se remettre dans le contexte de l'époque. La dynastie Romanov règne depuis 304 ans sur l'Empire de Russie. Mais à la mort de son père Alexandre III, c'est son fils Nicolas II, un homme mal préparé, qui règne sur l'Empire. Ce nouveau tsar ne voulait pourtant pas du pouvoir, mais il est pourtant obligé d'assumer la lourde fonction d'empereur de Russie. Il se maria avec la belle Alix de Hesse-Darmstadt, qui devint Alexandra Fedorovna, après sa conversion à la religion orthodoxe. Alors, petit fun fact, quand elle s'est convertie à la religion orthodoxe, elle était devenue plus orthodoxe que les orthodoxes eux-mêmes. Et second point, la tsarine était arrivée en Russie derrière un cercueil, celui du père de son mari, ce qui ne présageait rien de bon pour la dynastie Romanov. Et d'ailleurs, le peuple lui-même disait d'elle qu'elle avait le mauvais œil. Donc voilà, je clôt ce petit fun fact. Elle lui donnera tout de même 5 enfants divinement magnifiques. 4 filles, les célèbres Otma, pour Olga, Tatiana, Maria et Anastasia. Et un fils, Alexis, qui, au grand malheur du tsar et surtout de la tsarine, est hémophile. Alors, pour ceux qui ne savent pas, cette maladie est héréditaire et elle est transmise par les femmes. Cette maladie empêche le sang de coaguler et génère un saignement très abondant. C'est à ce moment que la tsarine rencontre un certain Rasputin, un monde étrange qui dit être capable de soigner le petit Alexis. Mais Rasputin a 2 facettes, celle du moine guérisseur et celle du débauché. Se mêlant de politique, il s'attira beaucoup d'ennemis au sein de la cour des Romanov. Il fut tué par un complot bien plus tard, dont je vous passe les détails. Avant même la guerre de 14-18, le tsar dut affronter les Japonais en 1905 pour le contrôle de la Chine. C'est alors l'affrontement entre un empire au pouvoir faible et coincé dans le passé et un Japon en pleine modernisation qui monte en puissance. Malgré une armée plus grande, les Russes perdent cette guerre, ce qui aura comme issue le traité de Portsmouth, un traité de paix qui oblige les Russes à se retirer de la Mandchourie et à ne garder qu'une moitié de l'île de Sakhaline, sans pour autant devoir verser un énorme tribut de pays vaincus au Japon. Les conséquences de la guerre russo-japonaise sont désastreuses pour la Russie. Le peuple remet en question l'autorité du tsar et à peine 3 semaines après ce désastre militaire, le peuple se révolte une première fois. Mais d'autres révolutions auront lieu, dont celle de 1917, qui, affaibli par la guerre et d'autres raisons, font faire abdiquer le tsar le 15 mars 1917. Dans la réalité,
Le tsar est déporté avec sa famille et quelques serviteurs, dont voici les noms pour ne pas les oublier. Le docteur Botkin, Anna Demidova, Alexei Egorovitch Trupp et le cuisinier Ivan Karitonov. Pardonnez-moi pour ma prononciation. À Yekaterinbourg, dans la maison Ipachev. Une maison qui sera leur prison dorée, mais aussi leur tombeau puisqu'ils seront tous massacrés dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918 par les bolcheviks sous les ordres de Lénine. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de la maison Ipachev, qui sera détruite le 27 juillet 1977 sur l'ordre de Michel Souslov et du futur président de la Russie à ce moment et membre du Politburo Boris Eltsine. Vous pouvez néanmoins visiter l'église de tous les saints située à l'emplacement même du lieu du crime et qui sert de tombeau pour leurs dépouilles. Cette église a été construite après la canonisation des Romanov le 1er novembre 1991 en tant que néo-martyr, puis le 20 août 2000 en tant que porteur de la Passion. Mais revenons au 15 mars 1917. Après une profonde réflexion, le tsar décide finalement de ne pas abandonner le pouvoir. Mais comment ? Oui, comment sortir de cette situation ? Entre le peuple qui se révolte et la guerre, le tsar est assis sur un trône de plus en plus fragile. Tout d'abord, il décide de faire la paix avec les pays de la Triple Alliance, notamment avec l'Allemagne, car le tsar sait que sans cette guerre, il pourra mieux consolider son pouvoir. C'est ainsi que le 17 mars, la paix est enfin signée. Et il peut faire revenir les troupes afin de faire régner l'ordre. Car c'est là son second point. Il faut calmer la colère du peuple et ramener l'ordre dans le pays. Tout d'abord, il accepte de réformer le pays en profondeur, en s'inspirant du modèle anglais. C'est-à-dire d'adopter une monarchie constitutionnelle. Ainsi, il délègue le pouvoir à son Premier ministre, qui proposera des idées de loi au tsar. Lui n'aura qu'à dire oui ou non. Plus étonnant encore, le tsar décide d'adopter le principe d'élection, mais seulement pour élire le Premier ministre. Premier ministre qui sera élu par le peuple. Ainsi, le mois de mars 1917 se finit sur une paix dans le pays et un nouveau mode de gouvernement, ce qui aura pour effet d'apaiser la colère du peuple. Le mois d'avril commence donc et d'autres défis l'attendent. Mais le 1er avril, son fils se blesse en jouant au petit soldat. Or son fils est hémophile, rappelez-vous. Cette situation est inacceptable. Il faut à tout prix trouver un moyen de soigner ce petit, même si les médecins disent que c'est incurable. Mais il est hors de question, se dit-il, hors de question de faire appel à Raspoutine, qui prend de plus en plus de place au sein de sa propre famille. C'est alors qu'il a l'idée de chercher dans son immense bibliothèque de style baroque du Palais d'Hiver un remède ou quelque chose qui pourrait soigner son fils. En lisant un de ses nombreux livres, il tombe sur un nom, Louis Pasteur, un scientifique qui inventa le vaccin contre la rage en 1985. La voilà l'idée, investir massivement de roubles personnels pour découvrir un vaccin contre l'hémophilie du petit-fils Alexis. Il fonda alors début mai l'Institut de recherche contre l'hémophilie. Ceci fait, il n'y a qu'à attendre les résultats de cet institut de recherche.
En juin, le tsar décide donc de s'attaquer à un autre problème, celui de la misère du peuple. Et justement, le Premier ministre n'a pas chômé. À peine a-t-il été élu qu'il s'est mis au travail. Et il proposa au tsar bon nombre de propositions de loi dont beaucoup visent à améliorer la vie de toutes les classes de population. Le tsar appose sa signature sur chacune d'elles et sera impliqué dès fin juin. Septembre 1917. Le peuple ne se révolte plus. Parmi eux, un certain Lénine qui n'a plus de raison d'être. Sombre dans l'alcool et sera vite oublié par ses rares partisans. La monarchie constitutionnelle fonctionne à plein régime. Il satisfait le peuple qui manque de moins en moins de rien et possède de plus en plus de richesses. En janvier 1918, l'année commence sous les bons auspices et on annonce enfin la découverte d'un véritable remède contre la maladie de son fils. Le tsar est heureux, puis euphorique, quand il constate que le remède fonctionne. Un jour, le petit court dans la forêt, il tombe et s'écorche le pied. Mais grâce au remède, le sang coagule bien et ses plaies se referment en quelques minutes. Ça y est, plus besoin de Raspoutine qui est renvé de la cour. Sur le visage de sa mère, la tsarine Alexandra, le sourire revient. Un sourire qui avait disparu depuis bien longtemps. Pendant ce temps, en France, la situation est terrible. Le retrait de la Russie du conflit a permis à l'Allemagne de concentrer ses forces sur le front ouest. Résultat, les batailles sont beaucoup plus meurtrières. Malgré cet afflux de renforts, les Allemands sont incapables de faire face à l'entrée en guerre des USA qui envoient une première armée de renforts pour aider les Alliés. Mais elle sera encore plus incapable de faire face à une nouvelle arme, le char FP-17, le char La Victoire. Le premier char doté d'une tourelle va grandement contribuer à faire avancer le front sur Berlin. C'est ainsi que, comme dans la réalité, la paix est signée, mais avec des pertes bien plus lourdes des deux côtés. Hélas, dans ce scénario, le petit moustachu raciste aurait quand même survécu et conquis le pouvoir pour lancer la Seconde Guerre mondiale. A partir de là, libre à vous d'imaginer quel aurait été le scénario avec une Russie tsariste et ce que le tsar aurait pu faire face à l'armée allemande. Dites-le dans les commentaires, sinon likez si vous avez aimé mon histoire alternative, mon uchronie, et abonnez-vous pour ne rien rater. Ciao! Объявляем всем, что 5 часов. Но там все равно получается как-то. Избавление!
Объявляем всем, что в 5. Но там все равно чуть какой-то перерыв. Обязательно. Мы объявим, что в 5. Объявляем всем, что 5 Thank you.